Bonjour, merci. Du coup, je m'appelle Isia Olville. J'ai été chef costumière, maquilleuse, première assistante réal, actrice pour le projet. On est un groupe d'amis, donc du coup, on a tous eu plusieurs casquettes. Et voilà, moi, je connais de base Léo, du coup, réalisateur. Et j'ai rencontré ensuite Théano, Valérian et Victor. Voilà. Bonjour, je m'appelle Valérian Gagou-Beaufour et j'ai composé la bande originale du film. Voilà, c'était Anno qui m'a mis sur le projet de ce film. Bonjour, je m'appelle Théano Horn, je suis réalisateur avec Léo Bail. Du coup, je suis Léo Bail, réalisateur avec Théano Horn. Et du coup, je suis Victor Gutaille et j'ai fait l'image du film. Le pitch original du film a été imaginé par Isia Olville, du coup, qui pendant un trajet en Flixbus s'est amusé à imaginer qu'est-ce que deviendrait une fille abandonnée par son Flixbus, comme d'autres personnes qu'on a déjà vu se faire abandonner au bord de la route. Oui, voilà, c'était vraiment une idée que j'ai eue dans un bus et que j'ai donnée du coup que j'ai partagée en fait à Théano et Léo, et qui ensuite eux se sont plutôt chargés, je pense, de la partie vraiment scénario. Et donc le projet, sinon, il est né en fait de notre rencontre avec Léo dans un premier temps à la IR Strasbourg, donc l'école d'art. C'est vrai qu'à la base, on avait envie, on voulait aller déjà filmer les territoires un peu périphériques qu'on peut trouver du sud, que moi je connaissais bien. Et c'est vrai que on avait cette envie de les filmer en hiver, de justement explorer toutes ces zones industrielles, tous ces territoires de marge, et y apporter une dimension fantastique. Ouais. En gros, on va dire que on savait pas on savait qu'on voulait travailler ensemble, on savait pas exactement comment. On a donc la première année, on s'est juste rencontrés, on a pas mal parlé tout ça, et donc c'est vrai que Léo m'a beaucoup parlé des territoires qu'il voyait quand il voyageait en Blablacar entre Marseille et le Larzac. Et donc ça a été le premier point d'accroche. Et ensuite, on s'est rencontrés avec Victor quand on a travaillé à Berlin sur un film de Homer Fast avec Film Galerie 451. Et donc en fait, en revenant de cette expérience de tournage, en fait, j'ai un petit peu compris qu'on pouvait faire un film même sans argent. Et puis en fait, ça m'a montré que c'était la galère quoi qu'il arrive, et puis qu'il était temps, et puis que là, on avait un an à y consacrer, notre année respective de diplôme avec Léo. Et donc, je suis revenu avec énormément de motivation pour mener un film de fiction, et on s'est assez rapidement mis d'accord donc sur le pitch de Isia. Et avec Léo, on a construit un scénario. Enfin, on a fait ce qu'on a pu pour construire un scénario en quelques mois. Isia nous a un petit peu aidé à écrire. Et ensuite, on est passé au tournage. Mais donc, on a écrit de octobre à février. On a tourné en février 2022. 2023. On a commencé octobre 2022 et on a tourné février 2023. Le pharaon marseillais, c'est vrai que c'était un personnage je m'étais amusé à inventer il y avait un moment, un peu avant, et c'est vrai que je l'avais rangé un peu dans un tiroir. Et puis il a beaucoup évolué aussi de comment on l'a pensé, mais c'est vrai que ça partait de cette idée simple de créer un prophète des pylônes en lui mettant un maillot de l'OM sur la tête et du papier aluminium sur les dents. Ce personnage-là, il vient pas, par exemple, d'un imaginaire, un Sankukai ou même le Chevalier Blanc ou même, je sais pas, je pense aussi à Omar Sharif, je sais pas pourquoi. C'est pas forcément mes références, mais c'est moi j'ai beaucoup été influencé par Star Wars, par le Seigneur des Anneaux, et puis après des choses sont venues après. C'est vrai qu'aussi moi j'ai construit mon rapport au cinéma un peu pendant l'écriture de ce film, en apprenant de Théano, qui était plus lui, on va dire, vidéaste. Et moi j'avais fait un petit peu de vidéo, mais rien de conséquent. Et non, ouais, et après aussi il y a eu c'est quand même Isia aussi qui a donné vie à l'image au personnage par le costume. Ouais, juste j'aimerais finir sur le pharaon marseillais. Ça a été aussi, on voulait faire un film un petit peu avec comme imaginaire l'effondrement,
mais on voulait le tourner donc avec nos moyens, donc dans notre univers, quoi. Et donc le pharaon marseillais, on le voyait comme un espèce d'annonciateur de l'effondrement, voilà, et comme un espèce de témoin. On le nomme témoin du réveil des forces sauvages. Et donc on voulait le confronter à ce personnage de Catherine, donc qui est une idée d'Isia, donc que je laisserai développer à ce sujet. Sur Catherine ? Ouais. Oui, non, Catherine, c'est librement inspiré de d'une amie en particulier à moi. Et voilà, non, c'était assez intéressant, elle aussi, de travailler. Du coup, d'avoir le pharaon qui, lui, est complètement loufoque pour le coup, et qui, même dans le costume, on signifie son extravagance. Et d'avoir Catherine à côté qui est beaucoup plus terre à terre, peut-être un peu plus les pieds dans la vie de tous les jours. Donc c'était intéressant d'avoir cette dualité, ouais. Et donc Catherine, librement inspirée d'une amie d'Isia, est finalement devenue notre personnage principal par les circonstances de notre film. Et en fait, oui, à l'écriture et au tournage, on s'est rendu compte que Catherine prenait beaucoup plus d'importance finalement que le pharaon, auquel on a trouvé pas mal de limites conceptuelles et de limites même en termes de... voilà, dans notre film, je sais pas trop comment l'expliquer. Mais finalement, on s'est vraiment décidé à suivre le personnage de Catherine. Et le pharaon, qui était au départ notre idée Ce qui nous invitait un peu à aller explorer ces territoires-là. C'est vrai que on a trouvé un intérêt de le tisser un peu comme un espèce de chat d'Alice au Pays des Merveilles qui est un peu étrange, insondable, et qui est là et qui au final fait avancer le fil d'exploration de l'histoire sans forcément donner tant de réponses que ça, quoi. Ouais, et au final on progresse du début à la fin avec ce personnage de Catherine qui est assez mystérieux, qui parle pas beaucoup, mais on en apprend progressivement au fur et à mesure du film par bribes. Mais voilà, on voulait un personnage qui parle pas beaucoup, avec lequel on va progresser en tant que spectateur, comme elle progresse dans cette espèce de monde jouer un peu étrange. sur les surprises, de justement essayer d'être surprenant à chaque fois dans l'avancée dans le territoire. En ce qui concerne aussi le côté un peu développement des personnages, qui peut être intéressant, c'est qu'on a tourné le film en 3 temps. On a eu 3 tournages séparés dans le temps. Donc le premier a été, on a tourné en février, après le deuxième a été... C'était en mai quand on a tourné donc la scène de fête. Que là on a tourné plus vers Strasbourg, parce qu'on était basé à Strasbourg, on avait organisé le tournage donc dans le sud. Et troisième tournage en octobre, hein. À cheval, ou entre octobre et novembre, quoi. Du coup Théano a pu monter pendant les temps, comment on dit, les temps vides, quoi, enfin les vacances pendant les tournages. Entre temps il a pu monter un peu le film, voir ce que ça donne, et justement après pour vous aussi pouvoir... Le fait qu'on n'avait pas de producteur, on était quand même dans des écoles d'art, et donc on a profité de leurs moyens pour avoir des gens qui veulent bien travailler bénévolement, et qui ont du temps aussi, parce qu'on a un peu de temps en école d'art. On a profité du matériel dans lequel Victor avait investi au préalable. Et donc en fait, les seules choses qui nous ont coûté de l'argent, c'est la nourriture, l'essence, et en fait... mes parents et les parents de Rémi et Camille aussi nous ont prêté des voitures, et donc en fait on a juste dépensé de l'argent à mettre de l'essence dans les voitures, à se nourrir, et on a aussi pendant une semaine pris un gîte, sinon on était hébergé chez des parents. Et après c'est vrai que pour tout ce qui est, parce qu'à un moment on a un avion, on a un cheval, on a des motos, ça a été beaucoup. Par exemple l'avion, on a appelé... Oui, on a appelé, en fait, on est sur Google Maps, on voit aérodrome du Larzac, on appelle et on essaye la personne propriétaire de l'aérodrome a été emballée par le projet, donc il nous a laissé faire ça gratuitement. Mais de manière générale, même on a toujours appelé les gens, on a dit qu'on était étudiants, tout ça, et ils ont été très emballés par le projet. On a réussi à animer un peu les territoires, et puis les gens se sont investis dans notre film gratuitement.
Et ça nous a fait très plaisir. On remercie tout le monde. Ouais, on remercie tout le monde, le Fort Rap, le motoclub à Saint-Africain, l'aérodrome du Larzac, et tous ceux qu'on n'aura pas cités et qui se reconnaîtront. Et également, on avait fait une collecte de fonds, justement en profitant encore une fois du fait d'être en école d'art et d'avoir accès à des ateliers de sérigraphie, etc. On a vendu des affiches, ce qui nous avait permis de recueillir environ 1 000 €. Mais c'est vrai que le film, je pense que de réel argent investi pour avoir fait le budget avec toi, Victor, on était autour des 8 000 € d'argent sorti pour le logement, etc. Après, c'est sûr que si on compte notre participation et si on devait se payer, on est un peu plus. Mais ça, voilà. Mais du coup, ouais, ça a été fait avec les moyens du bord. Et je pense que le fait que aussi tu viennes de l'Aveyron et que du coup on appelle les gens dans la région aveyronnaise pour leur dire bah voilà, on vient tourner, les gens étaient quasiment tout le temps ok de nous faire ça gratuitement ou pour très peu cher. Pareil pour les figurants à chaque fois. La IR. Oui, on remercie du coup la IR, Strasbourg, Ouais. Mulhouse et tous les gens qui étaient, nos camarades de classe. Ouais. On avait un peu dans l'univers, on avait comme grosse référence Stalker de Tarkovsky. Mais après on l'a détourné aussi avec des codes du cinéma mainstream des années 2000. Et on avait quand même pas mal été inspiré par Sophia Antipolis de Virgile Vernier, par le Under the Silver Lake, par aussi du coup du point de vue narratif. C'est vrai qu'il y avait des œuvres comme Le Petit Prince, Don Quichotte, des récits un peu comme ça, dans cette idée d'aller attaquer des moulins. Enfin, on est dans ce rapport-là de dérision. Après, on a aussi des références théoriques sur le concept du film et sur ce qu'on voulait adopter comme regard. Et ouais, je sais que j'ai beaucoup été influencé ces dernières années par Philippe Descola et puis un petit peu ces différentes ontologies. Et puis on essayait un petit peu de casser le regard naturaliste aussi dans notre démarche cinématographique. On n'en est encore qu'aux prémices, mais c'est quelque chose qu'on a essayé en tout cas. Les espaces, souvent, étaient notre contrainte principale et aussi la couleur qu'on voulait donner à l'endroit. Et on a souvent en fait pensé l'écriture des scènes par quel lieu on voudrait investir, qu'est-ce qui nous inspirait. On voulait faire la scène du Flixbus, on était inspiré par les aires d'autoroute, on avait envie de filmer dans des dunes de sel, on allait filmer dans des dunes de sel, c'était un peu ça l'esprit. C'est vrai qu'il y a une partie des lieux qu'on a repérés, c'est moi je les connaissais parce que j'étais au lycée à Marseille et je rentrais chez moi en Aveyron faire les trajets en Blablacar pendant 3 ans, donc forcément les usines, la Camargue, le lac du Salagou, ça donne envie de s'arrêter, d'aller au bord de l'autoroute. Et c'est vrai qu'on a beaucoup repéré par Google Maps. On avait fait une première session de repérage où en fait on était descendu avec Théano en train en empruntant une voiture et en essayant de checker les lieux principaux. Mais c'est vrai qu'après aussi, toi, tu as fait du repérage à vélo. Oui, en fait, au deuxième tournage, déjà on repérait sur Google Maps. Quand on croyait voir quelque chose qui nous intéressait, j'allais à vélo, en fait, autour de l'étang de Berre et j'essayais d'aller repérer les pylônes, les usines, me rapprocher le plus possible à vélo. Donc au départ, c'est des routes. Après, il fallait que je marche à côté du vélo pour m'enfoncer et puis essayer de trouver les meilleurs points de vue. Et donc on a fait tout ça sans autorisation de tournage parce qu'en fait on a très vite vu qu'on n'allait pas les avoir. Ouais, on a fait le film dans une espèce d'urgence aussi parce qu'on a 4 mois d'écart entre l'écriture et le premier tournage. Après donc on fait le montage, on rajoute de l'écriture et c'était toujours, on a toujours été dans une espèce d'urgence de jamais... Mais surtout, ce que je voulais... par rapport aussi, parce qu'on voulait absolument filmer les usines, les zones industrielles et l'envers du décor un petit peu des villes et puis les zones logistiques. Et on s'est vite rendu compte qu'on n'aurait pas les autorisations aussi parce que on voulait pas que ces endroits spécialement soient montrés par donc les exploitants. Donc quand on demande à Total de filmer leurs usines même de loin, c'est complètement mort en fait. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire le film en pirate et en plus, il y a eu des patrouilles portuaires qui nous empêchaient de filmer. Donc à chaque fois, c'était un espèce de jeu de chat et à la souris, quoi. Ils sont autour de Marseille, Fos-sur-Mer et tout le film. Ouais. C'est entre... On va quand même
On va quand même en gros de la zone périurbaine de Marseille jusqu'au plateau du Larzac tout de même. Et on a tourné à Strasbourg, mais on était en intérieur, donc ça ne comptait pas qu'on était à Strasbourg, c'était juste logistiquement plus facile. Mais globalement, oui, tout est région sud. Ouais, on a fait semblant en fait qu'on soit toujours dans le sud, mais c'était pratique de filmer une scène à Strasbourg. Pour ce qui est de la musique, j'avoue que j'ai pas spécialement pris en référence Stalker, puisqu'en fait moi je suis venu dans un second temps sur le projet et avec du coup déjà des souhaits, des idées de la part de mon équipe. Et ce qui a été surtout important pour moi, ça a été le travail un peu du off et du on de la musique qui est émise dans le réel et qui après la musique qui vient illustrer le réel. Et toujours essayer de se caler un peu dans l'interstice de ces deux choses, puisque le film en effet il est assez mystérieux, il y a des informations qu'on n'a pas, il y a toujours une espèce d'ambiguïté, un fil tendu. Et voilà, moi j'ai plutôt travaillé vraiment sur cette espèce de choses qui sortent de l'écran et en même temps qui est déjà dans la scène. Voilà, je pense que je vais laisser parler Victor plutôt sur la teneur contemplative du film. Oui, après l'aspect tarkovskien, c'est vrai que pour nous c'était plus un concept pour se mettre d'accord sur l'ambition qu'on voulait avoir dans l'idéal, parce que c'est vrai qu'après on avait des moyens assez réduits, donc on avait le pied, on avait l'épaule, et en vrai c'était un peu tout ce qu'on avait à nos dispositions dès qu'on voulait faire un travelling, genre au vélorail. Le travelling du vélorail, c'est un travelling sur un vélorail. Du coup, c'était plus un concept dans l'approche de réunir les personnages dans un cadre qui peut-être, voilà, qui ne sera pas forcément entrecoupé, d'avoir une certaine fluidité dans l'image également. Et oui, je pense vraiment, en parlant de l'approche d'essayer, voilà, de réunir les personnages dans le cadre. Je pense que après on en avait un peu discuté, mais c'était plus je tiens à réagir sur le fait que vous disiez que les paysages étaient presque comme des personnages, des entités aussi qui appartenaient aux actions et à la dramaturgie. Je pense que la musique en fait aussi partie, surtout dans la deuxième partie du film où en fait on a cette espèce d'arrivée de cette scène, de cette fête, de ce quelque chose qu'on entend au loin et qui devient omniprésent comme ces paysages composés du coup de nature et de machines usinées par l'homme. Voilà, je pense aussi que l'espèce de jeu de balle qu'on s'est fait avec Victor s'est fait aussi là, à ce moment-là. Mais je pense aussi ça a beaucoup influencé notre rapport à la nature dans le film, et de filmer les espaces et voilà, de concevoir la nature en tant que personnage. Mais après on voulait le film aussi comme une progression, et donc je pense qu'à l'image comme au son, on a essayé de partir de quelque chose du plus artificiel possible vers quelque chose de plus essentiel, donc que ce soit à l'image ou au son, il me semble aussi. Oui, moi je pense qu'on a utilisé la musique comme un outil à illustrer et à faire passer des informations, comme par exemple le pharaon lorsqu'il déballe sa théorie ou la manière dont il est né. On a eu un peu du mal à rendre crédible ou à rendre vivante cette scène. Et c'est passé aussi par la musique. Quand Léo parlait de Under the Silver Lake, la musique elle est très diversifiée dans ce film. Elle a un point de vue assez extérieur, on sait qu'on utilise des outils, des conventions, et là c'est vrai qu'on a souhaité utiliser, voilà, une instrumentation orchestrale qui rendait presque plus ambiguë en fait cette scène, et voilà. Mais ouais, de manière générale, il y a aussi des choses qui se confondent entre les ambiances et les musiques et puis les sons, et on essayait aussi beaucoup de rajouter une sorte de drôlerie et de second degré aussi avec ça. Donc il y a des bruits qui font peur aux personnages, ça a été un espèce de jeu de construction comme ça aussi, ou même les musiques pour rendre un petit peu grotesques les situations, on en a joué aussi avec ces codes. Je voulais rebondir sur cet aspect là du film, comique, hein, mais on peut parler de surréalisme aussi. Est-ce que du coup c'est quelque chose artistiquement que vous visiez, le surréalisme, hein? Oui, en fait j'avais vu le film de Jim Jarmusch qu'on appelle western surréaliste avec Johnny Depp. Comment c'est? Dead Man. Pour moi c'est un peu, voilà, quelque chose sur le fil,
Et western, surréalisme, ça m'allait bien en fait, comme désignation. Enfin, on avait un peu j'avais ça en tête, quoi. Et puis l'humour, c'est pratique un peu pour désamorcer une espèce des fois de grandeur visée, justement. On arrive à tomber plus juste des fois et plus malignement en fait que si on avait été trop premier degré dans. Parce qu'on voulait faire du Tarkovsky et puis des fois ça marchait pas, alors il fallait qu'on retombe sur quelque chose de drôle parce que sinon c'était non, ça. Oui, c'était le côté Tarkovsky, c'était plus dans son rapport à une marge, un espace, en dehors, quoi. C'est vrai qu'il y a plusieurs croisements qui sont faits, et des croisements des fois un peu paradoxaux, parce que ce qui nous intéressait aussi par exemple dans la figure du pylône et dans tout ce genre de répertoire, c'est à la fois le côté désenchanté, artificiel, polluant, destructeur que peuvent avoir et froid ces structures-là, et aussi une dimension très poétique et une dimension de marginalité, d'espaces qui ne sont pas faits pour une utilisation commerciale, où rien n'est pensé, où en fait on est face à une espèce de nouvelle nature qui du coup est paradoxale de par cette double face, et c'était essayer de transporter le spectateur dans ces zones, transformer ces terrains vagues en étendues avec des chevaux, des monstres, mais en même temps, par exemple dans le rapport au costume de l'homme silure, jamais on voulait pas faire un homme silure en 3D terrifiant. Mais sur l'aspect social sinon et politique, on a, au-delà aussi de l'aspect, le territoire comme il est aménagé, parce que c'est vrai que le territoire il est aménagé pour les gens, mais sur l'aspect aussi social plus, et je dirais aussi que c'est vrai qu'on a choisi un personnage, donc Catherine, qui est plutôt comment tu classifies la personnage ? Isia, tu peux en parler de comment ça. Ce que je veux dire aussi avec dans les interrogations politique et sociale, on avait aussi cette ambiguïté entre le pharaon, Catherine, où on se disait que le pharaon, on laisse planer une idée sur le pharaon qui serait peut-être... On a quand même du coup le pharaon qui du coup se grime en espèce de prophète sali, mais qui à la fois reste très blanc, très immaculé, qui s'en va en avion à la fin. Et on a au contraire du coup une jeune femme, Catherine, qui elle est plutôt une infirmière qui a raté son bus et je sais qu'à un moment on avait une idée que par rapport aux situations que le pharaon et Catherine pouvaient traverser, il y avait cette idée que Catherine elle pouvait subir parfois en mode les situations, là où le pharaon lui était complètement au-delà des situations, puisque de toute manière ça ne le touche pas, donc c'est quand même quelqu'un, on pourrait croire qu'il est marginal, mais il semble aussi ancré dans... c'est pour ça que c'était à la limite du personnage, donc on laisse imaginer aussi qu'il ne serait pas si marginal que ça et qu'il jouerait au marginal en quelque sorte. Alors que Catherine, dans sa position de marginalisation, elle est en réelle difficulté parce que la vie est dure. Et parce que la marge qu'elle traverse, elle n'est pas faite. Parce que la marge qu'elle traverse n'est pas faite aussi pour accueillir les gens, etc. Elle est hostile. Et l'homme silure, qu'est-ce que c'est ? Ça, on n'a pas nous-mêmes, je pense, complètement résolu la question. On peut en parler justement du point de vue à la fois de l'intention de base, et peut-être Isia tu peux parler du costume. L'homme silure du coup il est quand même introduit du coup dans le film via une sorte de vidéo complotiste quand même, donc je pense que l'homme silure c'est de base juste un monstre, en tout cas quelque chose qu'on a érigé comme un monstre, une sorte de bouc émissaire à des soi-disant disparitions, accidents d'infrastructures électriques. Et je pense que on l'a pensé du coup il y a plusieurs années déjà, mais en fait c'est assez aussi je pense honnête de la manière dont certains sujets sont traités médiatiquement, et là en fait on a voulu en faire quelque chose de tout de suite qui arrive, qui est hyper clivant. On ne sait pas si on doit en avoir peur, si c'est réel déjà, s'il y a vraiment un homme silure ou si c'est juste des esprits qui s'échauffent et qui cherchent à tout prix un coupable. Et après justement on a voulu en faire pas un vrai monstre, en fait c'est juste une sorte de costume, c'est quelque chose qui peut être performé aussi, et ça reste en fait en toute somme une légende urbaine en fait contemporaine. Et puis c'est vrai que l'homme silure, on a voulu l'ancrer on a du chant en occitan, on a du coup ce contraste entre, parce que la présente
par exemple dans l'introduction de la dénomination du drac, qui est un monstre de la culture occitane, qui justement est multiforme et est associé à l'eau. Et on voulait, en créant aussi un peu ça s'est un peu effacé dans le film, mais on voulait, à travers cet homme silure, incarner une réincarnation de ce drac, pour faire revenir un peu cette espèce de fantôme, de croyance qu'il pouvait y avoir, de légende, et justement la réinterpréter, la faire hybride de cette artificialité, de ce côté sauvage fantasmé un peu aussi presque par Catherine qui écoute son podcast, qui cherche à travers la barrière d'autoroute à s'enfuir de cette société. Au final, le fait aussi de porter un peu ce costume d'homme silure, c'était aussi un peu au moment de la fête, elle se prête au jeu, on comprend pas comment elle devient l'homme silure, mais il y a le carnaval aussi, parce on mime pendant cette fête du coup le carnaval occitan avec le procès de Monsieur Carnaval, et où on n'est pas très explicite, mais on remplace du coup un peu ce Monsieur Carnaval qui est jugé et brûlé normalement pendant les processions de carnaval. Là, le pylône prend la place presque de ce Monsieur Carnaval, et après on sort de cette fête. Hop. Alors, je voulais aussi ajouter quelques éléments aussi sur comment on a construit l'idée du film. C'est qu'en fait, il y a une espèce de hiérarchie entre les territoires, où on a les centres-villes, et ça c'est aussi... c'est ce qu'essaye d'expliquer aussi le Pharaon par un point de vue mystique. Mais en fait, on voulait aussi décaler le regard, et puis porter un espèce de regard curieux sur comment sont organisés les territoires, donc dans le sud de la France, les territoires qu'on connaît. Et on voulait absolument le faire en dehors des territoires qu'on a l'habitude de traverser, de marcher, donc les centres-villes de Marseille. Non, on va vraiment essayer une contre-utilisation des territoires. Qu'est-ce que ça fait de marcher au milieu des pylônes, en fait, qui sont Et en fait, il y a aussi cet aspect de... Toi, tu l'appelles déformation de la pyramide, c'est comme ça que le pharaon aurait pu l'appeler aussi. Mais le système, on voulait se le représenter comme une sorte de monstre d'édifice qu'on construit comme ça avec mais qu'en fait, on sent un petit peu à notre époque que ça vacille un petit peu, que les choses sur lesquelles repose le système, la construction sont fragiles, et que on voulait aussi illustrer ce qu'on nommait dans notre nomenclature mystique les déformations du système, et qui s'expriment comme pourrait s'exprimer, comme par exemple l'arrivée d'un homme silure. Parce que par exemple le silure, c'est des poissons qui se sont bien adaptés en fait au milieu, à savoir très artificialisé. Donc en fait, dans toutes les rivières en France, il y a énormément de silures et qui mangent les autres poissons, qui deviennent hégémoniques dans les rivières. Et donc la silure, le silure, ça pourrait être trop d'artificialisation, créer un milieu hostile à la vie, qui favorise des espèces qui seront hostiles à la vie aussi. Donc c'est quelque chose d'assez terrifiant en fait. Et en même temps, une nature qui reprend ses droits de manière paradoxale. Je reviens sur Tarkovsky, parce qu'effectivement, il y a cette fable écologique, c'est un questionnement religieux. Complètement, oui. Oui. Quoi ? En fait, à la fin de la fête, on voit du coup Catherine et le pharaon marseillais qui se dirigent vers cette borne. Et il y a l'utilisation de Miserere Allegre, qui est un chant religieux qui est utilisé surtout dans la chapelle Sixtine lors de cérémoniaux. Et donc pour ma part, cette teneur religieuse, elle est aussi là. C'est-à-dire qu'aussi il y a un passage peut-être pour Catherine, on ne sait pas si, mais en tout cas elle a changé. Il y a quelque chose qui lui a été peut-être enlevé, quelque chose qui lui a été rajouté. Et en tout cas l'utilisation de Miserere Allegre en fait partie de cette intention-là. Et effectivement, on partage cette idée avec Tarkovsky que la rationalité et la manière dont on aménage pour l'échelle d'une société, elle est déspiritualisante, et ça crée aussi de la souffrance paradoxalement à créer d'essayer de distribuer des ressources. Ça crée aussi une sorte de déspiritualisation hyper cruelle, où par exemple on peut pas se balader dans la forêt en imaginant qu'on va croiser des monstres. On se balade dans 15 mètres de forêt, ensuite on tombe sur un champ de monoculture, ensuite on tombe sur un runner qui promène son chien. En tout cas, il y a une espèce d'impossibilité, un désenchantement de regarder le monde et de pouvoir se projeter, parce qu'on a l'impression, en fait, avec
comme sont aménagés les territoires, de tout savoir. Et en fait, il y a aussi ça dans Tarkovsky. Il y a un espèce de monologue sur au Moyen-Âge, on avait des effigies, des choses religieuses, et maintenant on les a plus. Et donc il y a une espèce de mélancolie aussi de recherche en fait aussi dans ces territoires, de trouver le cadrage, l'endroit, la faille, la marge où en fait on peut entrevoir cet enchantement et ce mystère, quoi. Enfin, c'est assez impressionnant par exemple d'être en pleine nuit tout seul au milieu de ces grandes dunes de sel, par exemple il y a un endroit où on avait vers chez moi en Aveyron, à côté de Saint-Affrique, il y avait un endroit, en fait une ancienne école d'EDF avec que des poteaux. C'est là où on voit le pharaon qui escalade et qui parle, qui fait un petit monologue. Et on a en plein milieu du cos donc des espèces juste de poteaux dénudés, comme des totems un peu disséminés partout. Et du coup, des occasions d'artificialité qui donnent lieu à des moments un peu de religieux, on pourrait dire, qui provoquent des sentiments un peu... voilà. Mais c'est aussi pour ça qu'on appelle notre film Le Chant des Pylônes, parce que quand on se balade sous les pylônes, il y a un espèce de grésillement et on pourrait presque imaginer qu'une entité nous parle à travers... et que l'entité du système, du territoire entier nous parle à travers... Enfin, ça, on projette. Hein. Mais c'est là encore nos espaces de rêverie, quoi. Bon, merci beaucoup. Merci à vous.